Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis, ravie de recevoir le docteur, Sophie Tellier. Bonjour Sophie, avec qui, j'ai eu la chance en fait, de collaborer au moment, du lancement, du mouvement, de prévention et sensibilisation, qui remonte à 2023, au moment où on avait fait cette collaboration avec la Maison des femmes de Saint-Denis et Rada Attemganzer. Et Sophie, tu es, spécialisée en médecine légale et tu as accepté aujourd'hui de venir échanger avec moi pour donner un peu plus d'informations et d'éclairage sur cette spécialité qui est, très importante dans le parcours de soins, des victimes de soumission chimique. Est-ce que, tu peux juste te présenter, en quelques mots, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis médecin légiste du coup en Seine-Saint-Denis et j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein de l'unité médico-judiciaire du département et puis après à la Maison des femmes de Saint-Denis où j'étais notamment, en charge de mettre en place une unité en fait dédiée à l'accueil des femmes victimes de violences sexuelles, sans dépôt de plainte. Est-ce que tu peux, préciser, le rôle clé du médecin, légiste et plus généralement de la médecine légale dans le parcours de soins des victimes, d'agressions, de violences sexuelles? Contrairement à ce que, on diffuse un petit peu partout à la télé, le médecin légiste, c'est pas uniquement du mort, c'est déjà 80 de vivants, en fait. On reçoit, beaucoup de victimes d'infractions. C'est le cœur de notre travail. On travaille surtout à la demande des autorités judiciaires pour constater donc des blessures chez des personnes qui ont été Mmh. victimes de violences, donc tout type de violence, hein, conjugales, sexuelles, intrafamiliales Ouais. et aussi pour éventuellement donc, constater des décès, établir des causes de mort. Donc ça, c'est un petit peu le cœur de notre travail et il faut savoir qu'on n'est pas des enquêteurs. On est vraiment, des professionnels, en fait, qui sont spécialisés dans la prise en charge des violences et dans l'analyse, des blessures, en tout Mmh. cas, qu'on peut constater dans ce contexte-là. C'est très important de savoir que, on fait, du constat de blessure et donc du coup, dans ce cadre-là, notre travail, c'est de retranscrire, en fait, les blessures que présente une personne sur le plan physique et psychologique de façon à ce que ça soit le mieux possible compris et utilisé par les professionnels du droit dans le cadre d'un processus judiciaire. Très bien. Et dans le cadre, d'une soumission chimique, toi, en tant que médecin, quelles sont les agressions, auxquelles tu es le plus couramment confronté en tant que médecin ou médecin légiste? Est-ce qu'il y a, des blessures particulières qui reviennent le plus souvent? Des traces, qui sont récurrentes, en fait? Alors déjà, il faut savoir que, la soumission chimique, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans les violences sexuelles, mais pas que. Oui. On va le retrouver aussi dans les violences intrafamiliales, donc parfois chez les enfants dans le cadre de la maltraitance, on parle de camisole chimique, Mmh. aussi sur les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Ça survient beaucoup dans la sphère du coup conjugale aussi et professionnelle, puisque 90 donc des agressions sexuelles, elles sont commises par des gens de son entourage, qu'on connaît, qui sont proches. C'est Ouais. pour ça que la soumission Redis, chimique le pourcentage est énorme, hein. 90 ouais. Ouais. 90 des violences sexuelles sont commises par des gens qu'on connaît vraiment proches de soi et donc du coup, ça explique que la soumission chimique, elle soit beaucoup plus fréquente dans ces sphères, en fait, privées et de proximité, finalement. Mmh. Est-ce qu'il est possible pour une victime de soumission chimique de se rendre dans une unité médico-légale sans dépôt de plainte? D'abord, c'est un 1er point et si il y a eu dépôt de plainte, quels sont les 2 parcours différents? Est-ce que tu peux nous préciser le parcours d'une victime qui a déposé plainte et qui se retrouve relayée vers une unité médico-légale? La différence d'une personne qui n'a pas déposé plainte, est-ce qu'elle peut avoir accès à une unité médico-légale et comment? Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, les unités médico-judiciaires, elles fonctionnent essentiellement sur réquisition, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à la demande des autorités judiciaires. Mmh. Donc on reçoit un papier, de la police qui nous dit d'examiner telle personne dans tel contexte. Il y a maintenant de plus en plus d'unités médico-judiciaires qui essayent d'ouvrir leurs services au sans dépôt de plainte et donc directement accessibles finalement aux victimes. Malheureusement, ça, c'est pas partout le cas parce que du coup, bah, il y a parfois faute de professionnels, on n'a pas assez de professionnels pour pouvoir, tenir, éventuellement une astreinte pour le sans dépôt de plainte et puis aussi parce que finalement, on a déjà beaucoup de travail qui nous tombe dessus Ouais. via le système judiciaire et que du coup, essayer de réserver un petit créneau pour faire du sans dépôt de plainte et ben parfois on n'a pas le temps. Si une victime se présente dans une unité médico-légale, de son plein gré, quel va être un peu le parcours pour elle? Ça va être quoi, les modalités de prise en charge? Alors les modalités de prise en charge du coup, elle va si elle se présente et qu'elle n'a pas déposé plainte, elle va être systématiquement renvoyée vers le commissariat. Donc on va lui faire quand même un aller-retour, ce qui est pas très confortable,
pour aller faire la plainte et ensuite revenir faire l'examen sur réquisition. Alors, soit on a cette possibilité-là, soit on appelle directement nous-mêmes le commissariat. On leur dit qu'on a une victime de violences sexuelles devant nous pour lesquelles il y a une nécessité de faire des prélèvements en urgence finalement. Et ils nous envoient la réquisition, ils auditionneront la personne après. Après. Dans une précédente interview, où on avait, la chance de recevoir le professeur Jean-Claude Alvarez, qui est toxicologue à l'hôpital Raymond Poincaré, de l'hôpital de Garches, on évoquait ensemble, ce fameux, course contre la montre pour effectuer les prélèvements. Est-ce que, ces pré c cette notion de temps, elle est aussi valable pour d'autres examens légaux? Alors oui, parce qu'il y a pas que, les prélèvements effectivement toxicologiques, hein. Dans la prise en charge des victimes de soumission chimique, il y a plein d'autres choses en fait qui sont indispensables et qui doivent être faites rapidement. Notamment déjà un examen médical, qui va être ciblé en fonction de l'agression que la victime a subie et qui cherche à relever, si vous voulez, des lésions physiques ou génitales qui Mmh. peuvent constituer des éléments de preuve. Et ensuite après ça, donc on a aussi des prélèvements qu'on va faire, qui sont de 2 types. Le premier type de prélèvement, c'est des prélèvements qu'on dit conservatoires. Ils ont vocation, en fait, à être conservés comme des éléments de preuve, pour la procédure, ultérieure et donc là-dedans, il va y avoir, en fait, des écouvillons, c'est des petits cotons-tiges, qui visent à rechercher de l'ADN et donc on va aller poser sur la peau, au niveau des muqueuses, donc de la bouche, au niveau génital et cetera et puis on peut faire aussi des recueils au niveau des ongles. Si la victime, par exemple, a griffé son agresseur, on peut retrouver des traces d'ADN sous les ongles. On va faire aussi parfois des prélèvements de cheveux. Donc ça, il a dû vous en parler Oui, il nous en a le parlé, professeur effectivement. Alvarez. Donc en fait, les cheveux, c'est pour rechercher des toxiques éventuellement qui auraient été pris récemment, voire antérieurement, puisqu'on peut remonter le temps, via les cheveux et on va faire aussi des prélèvements donc de sang et d'urine pour chercher les toxiques et ensuite viennent un deuxième type de prélèvements qui sont les Mmh. prélèvements dits sanitaires. Donc ceux-là, ils ont vocation en fait à s'assurer que la victime est en bonne santé Mmh. et donc on va rechercher les maladies sexuellement transmissibles, on va faire le dépistage d'une éventuelle grossesse et aussi prévenir, la mise en route d'un traitement en fait préventif et d'éventuels effets secondaires. Donc dans ces traitements, il va y avoir la Oui, trithérapie ce que oui. qu'on donne si on est dans des délais suffisants pour prévenir le VIH. Il va y avoir aussi C'est-à-dire les délais suffisants, par exemple? alors les délais suffisants pour donner la trithérapie, c'est 48 heures. Après le rapport à risque. C'est ça et la contraception d'urgence, on peut aller jusqu'à 5 jours et la sérovaccination, c'est aussi 48 heures pour l'hépatite B, si on n'est pas vacciné. En tant que médecin légiste, est-ce que parfois tu es confronté à des comportements de victimes, qui sont pas forcément, enfin qui accueillent pas très bien en fait l'examen médical? Comment est-ce que tu le gères et qu'est-ce que tu peux dire aux victimes, à qui ça peut ou ça a pu arriver en fait? Alors effectivement, c'est quand même il faut savoir que c'est des examens qui sont assez longs, hein, qui durent en moyenne 1h30 à 2 heures. Bien souvent, les gens, ils arrivent à l'unité médico-judiciaire, ils savent pas du tout ce qu'on va faire. Parce que les policiers leur ont juste donné un papier avec une réquisition type où il y a écrit qu'on va vous faire un examen complet, génital, anal, et cetera. Donc il y a beaucoup de stress qui naît en eux. Ils viennent de subir une agression, donc se retrouver face à un médecin, devoir se déshabiller, et cetera, c'est quand même pas une épreuve facile. Donc nous, on a mis en place, 2 temps. En fait, il y a un premier temps qui est un pré-entretien infirmier, au cours duquel l'infirmière va mettre la personne dans un endroit qui est vraiment, sécurisant, qui est un peu à l'écart. Mmh. Elle va recueillir un certain nombre d'éléments, en fait, qui vont l'aider, elle, à pouvoir préparer le matériel pour, les examens et les prélèvements qui vont suivre et puis elle va en profiter un petit peu pour expliquer à la victime, finalement, qu'est-ce qu'il va se passer pendant cet examen. Donc ça, déjà, c'est un gros travail de préparation, pour qu'elle arrive dans un état où elle se sent à peu près à l'aise. Ensuite, on fait l'examen toujours à 2. Toujours à 2 parce que du coup, bah, se retrouver seul avec quelqu'un quand on vient d'être victime de violences sexuelles, c'est quand même pas le top. Non. Donc là, elle fait le fil conducteur, l'infirmière reste avec le médecin, donc elle est présente et là, on va reprendre avec la victime un petit peu le déroulé de l'examen, on lui réexplique qu'est-ce qui va se passer, on lui dit que chaque étape sera validée, ça c'est très important, on respecte la temporalité des patientes, donc du coup, on valide à chaque étape leur consentement. Pourquoi? Parce que c'est très important qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qu'on fait en fait pendant l'examen, à quoi ça va servir et qu'elles sortent pas de là, 2 fois plus éprouvées que quand elles sont arrivées. Donc la victoire, c'est un petit peu quand les gens sortent de l'examen et qui nous disent: «C'était super, Ouais, merci». Parce que dans ce contexte-là, quand on vous dit: «C'était super», vous êtes content. bien sûr. Et donc c'est en
à travers toute cette procédure un petit peu qu'on a essayé, voilà, de mettre en place et c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'en fait, il faut prendre le temps avec les gens de débriefer, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait tel prélèvement, à quoi ça sert, de toujours dire: «On peut s'arrêter quand vous le souhaitez». Si c'est trop dur pour vous et que vous ne sentez pas qu'on fasse l'examen, on arrête, on ne le fera pas aujourd'hui. On peut parfois le différer aussi, c'est possible dans certains contextes, notamment quand c'est des faits qui sont pas forcément très récents et où on sait que finalement l'ADN, c'est pas ce qu'on va rechercher le plus. Ouais. On peut différer un petit peu l'examen. Donc voilà, on s'adapte en fonction de la situation, mais c'est vraiment important que nous, on puisse aller rechercher les lésions, les prélèvements et donc ça, de bien l'expliciter pour que les gens l'acceptent et le comprennent. Et en moyenne, quand les victimes vous disent: «OK, vous allez me faire un prélèvement, mais à quelle échéance j'aurai les résultats et qui va pouvoir me les expliquer?» Alors ça, c'est très frustrant parce qu'en fait, nous, on est des agents préleveurs. Donc on prélève, les examens, mais on n'a pas la garantie de ce qui va être fait dessus. Donc quand on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, tous les prélèvements que je vous ai dit qui sont conservatoires, on les conserve dans notre service, donc congelés. Les autorités judiciaires viendront les chercher si elles en estiment que c'est nécessaire pour les analyser. Ou s'il n'y a pas eu enfin, quand c'est nécessaire, on va se dire les choses franchement, elles viendront les chercher s'il y a une information judiciaire qui est ouverte Alors et que le exactement. dépôt de plainte n'est pas classé sans Tout suite. à fait et si le juge estime qu'aller analyser les prélèvements qui ont été faits à l'UMJ est utile pour l'enquête. Si lui, il estime que ça n'est pas nécessaire, alors les prélèvements ne seront jamais analysés. Donc nous, si vous voulez, on fait le prélèvement Ouais. et la finalité sur ce qui s'est passé, moi, je l'ai 3 ans plus tard ou 4 ans. Quand je vais aux assises et qu'on m'appelle et qu'on me dit: «Voilà, on vous a, appelé pour madame machin qui s'est présentée dans votre service et pour laquelle vous avez fait un examen et des prélèvements». Donc moi, j'ai la clé Oui. que 3 ans après. Je les analyse pas, j'ai pas La les suite. résultats. Et justement sur le plan psychologique, est-ce que ça vous l'annoncez, aux victimes, Oui, c'est important parce qu'on leur dit que justement, tout ce qui est prélèvement d'ADN et qu'on conserve, on n'a pas la main dessus. Donc ça, on le leur dit d'emblée. On leur dit là-dessus, c'est les autorités qui gèrent. Soit elles analyseront, c'est leurs labos spécialisés qui vont techniquer, ce ne sera pas le nôtre. Par contre, pour tout ce qui est prélèvement sanitaire, maladie sexuellement transmissible, en fait, ce qu'on ferait pour une prise en charge d'exposition, en fait, voilà, à un rapport sexuel non protégé, là, on va les reconvoquer, on va leur donner les résultats nous-mêmes, donc pour le VIH, pour les hépatites, voilà, l'ensemble, du panel, sanitaire. Sophie, et quels sont les bons réflexes à rappeler aux victimes en cas de doute ou d'agression, sexuelle avérée? Bah, déjà, il faut pas aller n'importe où. Ça, c'est très important parce que du coup, on peut vite vous arnaquer. Dans un contexte comme ça, vous êtes un peu, vulnérable et donc Mmh. on peut profiter de votre vulnérabilité. Mmh. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui a été créée qui s'appelle le CRAFS, et qui a Le vocation CRAFS, justement. je redis parce qu'on a eu la chance aussi de pouvoir, avoir, Leïla Chawachi qui est donc la fondatrice de ce fameux centre de référence, Tout à fait, facilité par les substances des agressions pardon, facilitées facilité par par les la substances, centre de référence des agressions facilitées par les substances. Et oui, en effet, c'est une plateforme qui est, essentielle puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui permet quand même aux victimes d'être reçues, accompagnées, et d'avoir une petite lueur d'espoir, pour la suite de leur prise en charge. Oui, parce que ces professionnels donc sont spécialisés, dans déjà le la réception de la parole. Ils vont comprendre aussi face à quel type de situation ils se trouvent et en fonction de la situation, ils vont pouvoir orienter la victime vers le bon endroit pour avoir la prise en charge la plus optimale possible avec du coup les professionnels qui sont spécialisés. Mmh. Une question importante, on vient, de remettre le Sandrine Josso, députée, qui est la marraine de notre association, vient de remettre le rapport sur la soumission chimique, à notre, ministre Aurore Bergé. Et i parmi les recommandations, qu'elle a donc formulées, il y a une recommandation qui demande un abondement des dotations budgétaires des UMJ, des unités médico-judiciaires, pour, prendre réellement en compte les besoins des équipes médicales et paramédicales corrélés à ceux des victimes de violences. Est-ce que, toi, en tant que médecin experte, comment est-ce que tu vois, ou perçois, en fait, cette préconisation? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que tu aurais un commentaire ou un éclairage personnel à nous partager? Oui, alors il faut savoir que, les unités médico-judiciaires, elles sont, financées depuis la réforme de 2011 sous la forme d'une enveloppe, en fait, qui est allouée par le ministère de la Justice de façon annuelle, en fonction de leur niveau d'activité. Donc il y a différents niveaux, Mmh. qui permettent d'avoir plus ou moins d'argent.
La contrainte, elle est dans le fait que les unités médico-judiciaires en France, elles sont souvent rattachées à un hôpital public. Et l'hôpital public, il mutualise l'intégralité des financements qu'il a pour faire fonctionner sa structure. Ça veut dire que l'enveloppe qui est allouée par le ministère de la Justice pour une UMJ n'est pas forcément utilisée que pour l'UMJ. Oui. Elle va être utilisée pour faire fonctionner l'ensemble de l'hôpital. Parfois, c'est des sommes assez importantes, hein, on parle de millions d'euros, hein. Ouais, bien sûr. Donc, normalement, cette somme est allouée pour cette structure-là, pour faire bénéficier les victimes. Malheureusement, elle va être utilisée autrement parce qu'on estime que c'est la collectivité qui prime et donc on va l'utiliser aussi pour d'autres services. Il faut savoir aussi que, bah, comme tous les hôpitaux, publics et services publics, on a des déficits de professionnels. Malheureusement, on n'en a pas assez. Oui. Donc ça, il y a eu une réforme aussi. On est en train de former beaucoup plus de médecins légistes, et C'est une spécialité qui se raréfie, enfin qui en tout cas alors en ça n'était pas une spécialité jusqu'en 2017. d'accord. C'était une surspécialisation. Et donc là, ça vient de devenir une spécialité depuis 2017. Donc on a progressivement des médecins, qui ne font que ça et qui sortent de l'internat et qui vont pouvoir prendre des postes. Et puis aussi, il faut garder en tête que les unités médico-judiciaires, il y en a pas une par département. Alors il y en a combien à peu près sur le territoire? Alors l'Île-de-France est très bien dotée. L'Île-de-France, il y en a une par département, mais malheureusement, il y a des endroits où encore, il y a peu de temps, il n'y en avait qu'une par région. Oui. Et donc du coup, ces structures qui sont déjà existantes, elles essayent en fait d'ouvrir des antennes locales de proximité, alors qui sont pas forcément ouvertes tous les jours, hein, mais qui vont avoir une permanence, un certain nombre de jours dans la semaine, de façon à ce que les victimes, elles puissent avoir un accès qui soit facilité en fait à l'unité médico-judiciaire et Mmh. qu'elles aient pas à traverser le département ou le Bien sûr. territoire pour pouvoir accéder à une prise en charge finalement qui est urgente et qu'on peut pas leur donner là où elles habitent. Pour, finir cet entretien, est-ce que, tu as, personnellement un message, à faire passer, aux personnes qui nous écoutent, à victimes ou entourage, tout simplement, soit sur ta spécialité, soit sur la prise en charge des victimes de violences, intrafamiliales, des victimes de violences sexuelles, des victimes de violences tout court? Ah bah, pour les victimes de violences déjà, je dirais, qu'il faut pas avoir honte et que, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des services qui sont spécialisés dans la prise en charge des violences. On a la chance d'avoir des maisons des femmes, voilà, qui se développent et que j'espère, continuera à se développer, encore et toujours parce qu'on en a besoin. Mmh. Malheureusement, on est dans une société qui est extrêmement violente, et où, il faut qu'on puisse accompagner, les personnes qui sont victimes de violences parce que c'est un vrai problème de santé publique. Et que ça a des répercussions majeures, voilà, sur la vie en général, tant sur le plan physique que psychologique. Donc c'est pas rien d'être victime de violences et parfois on a tendance un petit peu à banaliser les violences qu'on subit parce qu'on se dit toujours qu'il y a pire que soi. Donc à toutes les victimes, qui écoutent ce podcast, non, ce que vous vivez n'est pas normal si vous vivez des violences et ne minimisez pas ce que vous vivez. Merci infiniment parce que chez nous, enfin en tout cas je dis chez nous parce que ici, mais de manière générale, au sein de l'association M'endors pas, on est extrêmement mobilisés, en faveur de la cause des femmes et des enfants, des victimes, de soumission chimique, mais de violences, globales aussi, et on a à cœur de donner la parole à des experts comme, Sophie, Tellier, et comme, d'autres personnes mobilisées et engagées sur le terrain. Merci à tous et à toutes, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de podcast.